Vous commencez à arriver. Alors, hop, voilà. Alors. Bon, bonjour à tous, à ceux qui commencent à arriver. Nous sommes avec 1 minute d'avance. On va patienter un petit peu le temps que tout le monde se connecte. Et ça arrive. Bonjour à tous. Je vais dire Bonjour. plusieurs fois bonjour. Voilà, je fais avec toi pense, comme ça, tu te sens je moins pense que seul dans ce coup. je vais devoir dire, on va devoir dire beaucoup bonjour les gens. Je vous vois qui vous connectez au fur et à mesure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va attendre quelques minutes, le temps de donner le temps aux gens de se connecter. Hop, hop, voilà. Petit paramètre pour moi. Bon, je vois beaucoup de noms que je connais. Je sais que beaucoup de nos adhérents sont présents aujourd'hui. Et même si je ne pourrais pas vous saluer toutes et tous individuellement, je vous passe le bonjour avant qu'on commence. Hmm. On va patienter encore 1 à 2 petites minutes, le temps de laisser aux derniers arrivants l'opportunité de se connecter et on pourra commencer. Super. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence ce webinaire. D'autres personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et de toute façon, je vous enverrai à tous le PPT qui sera présenté, ainsi que la rediffusion. Et avec Céline et Émilie, on restera à votre disposition. Donc, très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire en partenariat avec GI Life Science, membre du club des partenaires de Medicine. Alors, je vais vous partager ma présentation, notre présentation, désolé. Voilà. 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 Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous voyez tous ma présentation? Vous m'entendez bien? C'est bon. On est bon? Oui. Super. Alors,
Comme je vous le disais, merci à tous d'être présents ce matin. Le but de ce webinaire, c'est comment augmenter ses chances de lever en optimisant sa stratégie RH. Anticiper sa croissance, RH et levée de fonds, mode d'emploi. Alors, avant de commencer, petit tour de table de notre côté pour nous présenter. Je m'appelle Adrien Foyer, je suis responsable relations adhérents et partenariat. Je travaille maintenant depuis presque 3 ans à Medicène. Je sais que beaucoup d'entre vous sont adhérents Medicène, donc je serai assez rapide sur qu'est-ce que Medicène. Nous sommes un pôle de compétitivité. Nous sommes le pôle de la région Île-de-France spécialisé en santé. En gros, nous sommes une association loi de 1901 qui regroupe une vingtaine de personnes qui accompagnent un peu plus de 415 adhérents, structures de la santé. ETI, PME start-up, grands groupes, acteurs académiques. Donc, nous avons 415 adhérents et notre but, comme vous voyez sur cette slide, peut se résumer en fait en 3 grandes actions. C'est de regrouper un réseau d'innovation en santé, d'acteurs de l'innovation en santé, avec comme objectif de les faire se rencontrer, les mettre en relation à travers des événements et à travers des mises en relation directes. C'est une de nos fonctions en tant que pôle. On est un tiers de confiance et nos adhérents nous suivent pour cette raison. Deuxièmement, c'est leur ouvrir des opportunités de projets collaboratifs, d'informations sur les financements ou sur des partenariats qui pourraient monter entre adhérents ou avec d'autres partenaires. Donc, c'est à nouveau avoir ce rôle de facilitateur. Nous avons beaucoup de contacts, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances en fait sur l'écosystème et c'est aussi notre rôle de faciliter tout simplement ces échanges et ces créations de projets de financement ou de partenariats un peu plus général. Et troisièmement, c'est d'accompagner notre écosystème dans leur stratégie de croissance. Et quand on parle de croissance, on parle de financement. Donc, vous me voyez venir, ce webinaire a pour objectif de répondre à cette troisième action de Medicène, l'accompagnement stratégique par rapport à votre croissance, pour vous aider dans votre croissance. Et nous taclons 2 grands sujets, les appels à projets, donc tout ce qui est financement non dilutif, et les financements dilutifs. Et en cela, nous accompagnons sur l'aspect stratégique. Comment vous positionner en amont d'une levée de fonds? Et c'est pour ça que nous avons organisé ce webinaire aujourd'hui. Nous l'avons taclé sous l'angle de la problématique RH. Je vais laisser maintenant la main à Émilie et à Céline de GI qui sont membres du club des partenaires, le club des partenaires de Medicène. C'est 7 cabinets référencés, identifiés avec un track record, une expertise spécifique en santé, qui sont présents pour accompagner nos adhérents et aussi l'équipe Medicène dans leur expertise, dans les problématiques que nous rencontrons au quotidien, que vous rencontrez au quotidien. Eh bien, on a un pôle d'experts dont GI en fait partie, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour bénéficier de leur expertise. Et vous, adhérents, vous pouvez aussi vous appuyer sur eux pour poser vos questions. Donc, voilà, un grand merci à GI d'avoir mener à bien aussi ce webinaire et d'avoir géré et d'accompagner en fait nos adhérents sur le sujet RH. Émilie, Céline, je vous laisse la main. Merci Adrien, bonjour à tous. Merci à chacun de participer ce matin à ce webinaire. Donc, Émilie Renaud, moi je suis en charge des relations extérieures pour GI Life Science depuis 2 ans maintenant et je travaille depuis 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie pharmaceutique, sous un angle RH, emploi, formation. Donc voilà, et je laisse la main à Céline.
Bonjour à tous, enchantée. Donc moi je suis Céline Dupupet, je suis manager de bureau donc au sein de GI Life Science. Mon équipe et moi-même, donc mon équipe de consultantes en recrutement et moi-même accompagnons spécifiquement des startups, des PME, des TPE donc sur leurs problématiques RH et notamment de recrutement avec spécifiquement l'accompagnement sur le recrutement de profils scientifiques et techniques. Voilà, donc sur un périmètre qui va de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et l'Île-de-France. Et je te laisse la main, Émilie. Non, c'est moi qui ai la main. Je poursuis avec voilà, une rapide présentation donc de GI Life Science et de qui on est. GI Life Science, donc, c'est une marque du groupe GI qui est, comme son nom l'indique, spécifiquement dédiée au secteur des life sciences. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises du secteur sur leurs problématiques de recrutement en proposant des solutions à la fois spécifiques et unique. Donc, on travaille aussi bien avec les startups qu'avec des big pharma. Donc, nos solutions, ça va être principalement travailler sur le placement, CDD, Tu peux CDI, passer. pardon, ouais, des Merci. solutions d'intérim, mais également du consulting jusqu'à des solutions un petit peu plus globales. Donc, notre savoir-faire, il repose sur 30 ans d'expérience, puisqu'en fait, GI Life Science est une marque qui est née du rachat de Kelly Life Science, Kelly Scientifique par le groupe GI, qui est un groupe italien international qui propose différentes solutions RH dans tout secteur d'activité. Et donc, voilà, la marque est née en 2024. Notre savoir-faire, il repose aussi sur nos consultants en recrutement. Donc, on a plus de 150 consultants en recrutement en France qui sont spécialisés sur le secteur. La majorité sont issus de formations et ou d'expériences scientifiques, donc ce qui renforce leur expertise. Cette expérience-là, elle nous permet aujourd'hui de nous classer deuxième au classement des entreprises du secteur Life Science, donc en Europe, et d'accompagner un peu plus de 700 clients dans le domaine sur donc différents sujets, qu'ils soient scientifiques, les métiers de la production, de l'ingénierie des life sciences, de la logistique, aussi les fonctions support, et puis on a une grosse partie d'activité aussi dans le monde de la santé. On est aussi donc très présent dans l'écosystème Life Science grâce à des partenariats forts, notamment avec Pôle Pharma, mais aussi l'IMT et Medicine. Donc effectivement, comme Adrien l'expliquait, nous sommes adhérents du club des partenaires et ce qui nous amène à faire cette présentation aujourd'hui avec Émilie, à qui je laisse Merci la main beaucoup. maintenant. Merci beaucoup. Merci. Oups, excusez-moi. Hop, voilà, c'est mieux. Euh, voilà, comme je vous disais, le but voilà, de ce webinaire à la base, pour vous donner un peu plus de contexte, part en fait d'une problématique de nos adhérents. Personnellement, mais c'est le cas de toute l'équipe Médicine, nous rencontrons en fait des entrepreneurs différents chaque semaine, des adhérents ou des entrepreneurs qui souhaitent intégrer le pôle. Et la problématique numéro un que les entrepreneurs ont, en tout cas qui nous partagent, c'est je vais ou je veux lever des fonds, comment je m'y prends? C'est quoi les bonnes pratiques? Donc, si on part de ce postulat-là, il y a un gros besoin d'information, d'acculturation, de support, de soutien, du côté en fait de comment je dois lever des fonds. Et personnellement, avant d'intégrer Medicine, j'ai travaillé en cabinet de conseil sur les financements européens et le processus en fait de financement, de validation d'un dossier de financement européen ressemble très pour très, très fortement au processus de levée. C'est après la même chose et les demandes des financeurs, des investisseurs se ressemblent très fortement. Les trois, on va dire, caractéristiques des projets gagnants, en fait, les trois feux verts que vous devez avoir sont souvent, en fait, l'opportunité marché, la technologie sous-jacente et aussi l'équipe. Dans les projets européens, l'équipe était parmi en fait les caractéristiques gagnantes d'un projet. Donc c'est fondamental et c'est souvent une, un sujet qui arrive un petit peu tardivement dans la réflexion stratégique des entrepreneurs. Je les comprends, ils ont mille choses à faire et c'est pourquoi, si on combine la problématique RH et la problématique levée de fonds, eh bien, qu'on vous propose aujourd'hui ce plan et sur lequel, voilà, moi je m'appuie sur GI, qui sont experts du sujet pour vous donner ces informations. Donc, Émilie, moi je te laisse la main pour voilà, dérouler tout ça.
Merci beaucoup, Adrien. Oui, l'idée, c'est pour nous, comme l'expliquait Adrien, de rebondir sur les échanges qu'on a avec vous, adhérents, tout le long de l'année, lors des réunions avec les nouveaux entrants, les événements qui sont organisés avec Medicine et les rendez-vous également que vous sollicitez auprès de GI Life Science. On constate aujourd'hui une plus forte tension pour toucher vos fonds, finalement. Hein. Aujourd'hui, il y a une complexité sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire du sujet RH votre cheval de bataille et bien l'anticiper aujourd'hui, puisqu'on constate en vous rencontrant que vous êtes face à des problématiques post-levée de fonds. Ou alors, il va falloir aussi travailler votre renouvellement de fonds et il y a aussi des analyses RH que vous devez avoir en amont pour faire au mieux et avoir ces projets valorisés avec ces levées. Donc, on va les déterminer, enfin, on va travailler ça en trois, à partir de 3 grandes questions. Vous allez voir la présentation a un contenu assez fourni parce qu'on l'a vu plutôt sous un mode livrable. Ce document, vous allez pouvoir le garder et l'utiliser durant vos démarches. Donc, il est peut-être un peu lourd en texte, mais c'est plutôt réfléchi dans une logique de livrable. Donc, l'idée première, c'est pourquoi la RH doit être un levier par rapport à ces levées de fonds. Il faut donc que vous le preniez à bras le corps. Comment structurer votre stratégie pour convaincre ces investisseurs? Et enfin, quels sont les outils ou les pratiques que l'on voit à prendre en compte finalement pour optimiser ce domaine dans vos levées de fonds? Tu peux basculer, Adrien. Ouais. Alors, n'hésitez pas, vous avez un chat, vous pouvez vous poser vos questions. On en a pour 30 minutes à peu près d'échanges plutôt descendants. Hein. Je me permets de réexpliquer le mode de présentation où là, on va un peu dérouler les 3 axes. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat et Adrien ne nous manquera pas de nous les partager. Vous donnera la parole en fin de présentation. Voilà, je suis un peu perturbée, je ne vous vois pas, donc c'est vrai que c'est un peu déroutant. Donc, on va commencer en abordant pourquoi la RH est stratégique pour les investisseurs. Aujourd'hui, l'enjeu, il est hyper important. Vous êtes sur des secteurs très spécialisés, très techniques, très encadrés, et donc les enjeux RH vont être très forts derrière. Vous êtes sur des secteurs où les profils sont très souvent en tension. Vous cherchez des profils très spécialisés, des fois pluridisciplinaires, assez rares du coup, et aussi du coup coûteux. Vous faites face, puisque vous êtes sur des structures en fort développement, un secteur porteur, avec des entités qui rentrent très fortement en concurrence. Donc, il va falloir travailler votre attractivité et aussi travailler la fidélisation de vos collaborateurs. Et ça, c'est vraiment clé pour la croissance de vos startups. Et donc, ils vont regarder ça de près dans le cadre des levées de fonds. Et puis, il va falloir aussi que vous travailez par les délais, en fait, et les coûts de recrutement. Aujourd'hui, si vous êtes sur des marchés en tension, ça va être d'autant plus important pour vous et impactant dans la mise en œuvre du projet. Donc, il faut le travailler au plus tôt. L'importance croissante du secteur RH pour les levées de fonds. En effet, les investisseurs, ils examinent particulièrement l'axe RH. Très souvent, on le voit, le coût de la partie RH est minoré dans les levées de fonds et très vite, on peut voir qu'un projet va être ralenti par ce manque d'engagement financier sur cette branche. Ça va avoir une influence directe, très rapide. Si ces choses-là ne sont pas traitées, aujourd'hui, les startups doivent démontrer qu'elles sont solides, qu'elles savent attirer, qu'elles vont savoir retenir, qu'elles vont savoir développer les talents
une mauvaise gestion RH, finalement, peut être perçue comme un vrai risque pour un financeur et affecter sur le moyen terme et le long terme vos projets. Tu peux basculer. Alors, qu'est-ce que vont attendre les… alors, je ne vois pas, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vont attendre les investisseurs? C'est vraiment que vous soyez prêts à relever le défi. Et relever le défi, ça va passer par les équipes humaines. Donc, il va falloir une solidité, une complémentarité déjà de vos équipes fondatrices. Aujourd'hui, vous êtes peut-être seul dans votre projet ou 2-3 collaborateurs. Il va falloir être conscient des forces, des compétences actuelles et complémentaires. Alors, vous pouvez être aujourd'hui scientifique, plutôt commercial. Il va falloir que vous inspiriez confiance. Et puis aussi, il va falloir que vous vous assuriez que vous êtes capable de diriger, de monter en puissance des équipes et aussi savoir déléguer. Très souvent, quand on est en début de projet, vous êtes le couteau suisse, le scientifique, et vous faites, comme l'expliquait un peu Adrien au départ, vous êtes multi-compétences et très rapidement, il va falloir que vous prouviez à vos financeurs que vous êtes en capacité de voir vos faiblesses, de comprendre qu'il faut que vous vous appuyiez sur des forces vives complémentaires, stratégiques, dans le cadre de la montée de votre projet. Donc, il faut être en capacité de recruter, de monter à l'échelle et de fidéliser vos collaborateurs. Ça passe par votre capacité à recruter rapidement vos talents, ce qui est crucial. Il ne faut pas donc recruter rapidement, ça veut dire qu'il faut prendre à bras le corps le sujet RH. Recruter, ce n'est pas simple, on ne s'improvise pas dans ce domaine et ça peut prendre très vite du temps et être très chronophage. Donc, cette capacité à recruter rapidement, il va falloir l'intégrer dans vos budgets parce que c'est peut-être aussi un coût supplémentaire dans le cadre de la montée en puissance de votre projet. Ça implique de passer à une échelle supérieure. Donc, il va falloir mettre en place une qualité de travail, une cohésion d'équipe qui est attendue dans votre projet. Donc, il va falloir vraiment déterminer les rôles de chacun actuel et les rôles à venir des collaborateurs à recruter ou à monter en compétences. Et enfin, il va falloir fidéliser des talents qui sont essentiels. Pour maintenir le savoir-faire et limiter les coûts qui sont liés à des nouveaux recrutements. Trop souvent, aujourd'hui, on néglige un recrutement qui peut être mal fait ou avec un recrutement qui peut prendre du temps ou un échec dans un recrutement. Je voulais juste vous donner un chiffre. Le coût moyen d'un collaborateur sur le départ, c'est 33% du salaire mensuel. Donc, vous imaginez si vous faites une erreur au casting, les enjeux derrière que ça peut peser dans votre projet global. Donc, l'anticipation, la réflexion amont, c'est les 2 mots à retenir pour vous. Et puis, travailler, ils veulent voir une gouvernance autour du sujet de l'humain et de votre culture d'entreprise forte. Elle doit être alignée, elle doit être stratégique en fonction de votre avancée de projet. Ça vous permettra d'avoir un avantage concurrentiel non négligeable. On le voit tous les jours. Tu peux avancer, Adrien? Alors, pourquoi cette stratégie pour les investisseurs? Ils veulent 4 choses. En gros, ils ont besoin de réduire leurs risques. Aujourd'hui, les enveloppes budgétaires sont de plus en plus restreintes mais aussi de plus en plus limitées en termes de nombre de projets. Donc, ils veulent absolument réduire les risques. Ils veulent s'assurer que votre croissance, elle va être, j'ai pas envie d'utiliser le terme fulgurante, mais en tout cas, que vous avez bien pris en compte une accélération croissante. Ils ont besoin de s'assurer de la valeur, de votre valeur et de la durabilité de la valeur de ce projet et l'attractivité aussi de votre projet dans les tours de financement secondaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, voilà, vous allez y revenir et donc il faut s'assurer sur du long terme de votre projet. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi
réfléchir à un calcul de vos ROI. ROI, c'est aussi sur la démarche RH. Il faut vraiment que vous l'inscriviez dans les KPI de votre société. Donc, il faut vraiment structurer tout ce sujet avant la levée de fonds. C'est important de l'anticiper. Donc, la première chose à faire, c'est la cartographie des compétences clés. C'est la cartographie, je le redis, la cartographie des compétences clés. Ce n'est pas la cartographie des postes à pourvoir. Très souvent, on vient nous voir en nous disant « je veux tel profil, tel profil, tel profil ». L'erreur la plus courante, c'est de partir d'un poste et non pas des compétences. Il faut que vous analysiez étape par étape, de comprendre aujourd'hui déjà les forces et les faiblesses, faire un SWOT de l'équipe actuelle et identifier vos futurs besoins en compétences pour déterminer les talents de demain et donc déterminer les fonctions attendues. Il faut absolument identifier les manquements dans l'équipe actuelle. Alors, manquement, le mot est fort, mais c'est surtout, je le redis, vous êtes souvent un couteau suisse. Il va falloir vous concentrer sur l'aspect peut-être business, sur la partie plutôt scientifique. Il va falloir apprendre à déléguer un certain nombre de choses. Donc, il faut analyser les compétences existantes pour retravailler aussi vos compétences clés d'aujourd'hui et donc les compétences clés de demain. L'identification des compétences manquantes et insuffisantes. Il faut que vous vous concentriez sur les compétences techniques. Souvent, enfin, il nous arrive, on nous contacte pour recruter des directeurs administratifs et financiers, des responsables administratifs, des responsables comptables. Je ne suis pas en train de dire que c'est des fonctions à négliger, loin de là, mais c'est plus souvent à des étapes plus lointaines dans votre projet que vous allez avoir besoin de support sur ces domaines-là. Ce qui est important, c'est de travailler sur l'expertise scientifique, les compétences clés, business et gestion de projet en interne. Ça, c'est le plus important. Et identifier les manquements de l'équipe, c'est aussi déterminer est-ce que finalement ces compétences, on les internalise ou alors on continue à les externaliser. Ce qui veut dire que si vous faites appel typiquement à des experts comptables, à des experts RH externes pour faire les payes, pour faire la partie financière, ça va avoir des coûts, mais différents. Donc, et peut-être beaucoup plus fixé que de prendre un collaborateur tout de suite beaucoup plus capé, qui va peut-être même s'ennuyer parce que l'équipe, la structure n'est pas encore suffisamment mature. Et puis, il va falloir les prioriser à partir de votre vision stratégique et vos objectifs. Donc, c'est ce que je vous disais. Il faut vraiment que vous travaillez beaucoup plus sur les profils experts. Les profils support peuvent être supportés en externe. Vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est les retours d'expérience que l'on a. Il va falloir mettre l'accent sur les profils, les combinés d'expertise qui sont souvent exigés dans votre domaine et surtout, travailler des recrutements bien anticipés. L'urgence montre aussi que quelques écueils en termes de qualité des collaborateurs et la possibilité sur le marché du travail de profils en adéquation avec vos besoins. Donc, il faut que vous ayez un plan de recrutement post-levée de fonds qui soit en adéquation avec votre business plan. Donc, vous faites une feuille de route RH alignée avec votre business plan en fonction de vos étapes clés. Est-ce que vous êtes à votre phase de lancement de produit? Est-ce que vous êtes à une phase d'entrée sur le marché? Vous identifiez les profils qui sont nécessaires à chaque étape en tenant compte finalement des priorités que vous allez avoir en termes de déploiement. Chose qui est importante, il faut vraiment anticiper les budgets, faire des budgets réalistes sur le recrutement. Très souvent, on est confronté à des profils plutôt seniors dont le coût est très important.
un profil qualifié, chargé, pèse très lourd dans la balance. Au-delà de ça, vous allez aussi avoir des frais de recrutement. Il va falloir que vous déterminiez si vous faites appel à une plateforme pour déposer les offres. Est-ce que vous voulez intégrer un réseau pour diffuser Et puis, dans tous les cas, le temps que vous allez vous-même passer dans le recrutement, c'est un temps important. Très souvent, et le chiffre, c'est que 70% des entrepreneurs disent être débordés par cette démarche-là en termes de temps et d'énergie et de façon d'approcher le sujet RH. Il va falloir vraiment détailler ses compétences et aussi déterminer les soft skills que vous attendez. Ça paraît parfois anecdotique ou plutôt secondaire, mais aujourd'hui, finalement, dans les faits, une petite structure va préférer accueillir un collaborateur plus aligné sur ces sujets-là que sur la partie compétences. Des compétences, on pourra les acquérir tout au long du parcours. Par contre, adhérer à la structure, il faut la réfléchir en amont. Ça peut être des écueils aussi de personnes qui vont rester très peu de temps. Et donc, ça peut aussi passer, c'est pour ça qu'on en revient au budget, par des tests de personnalité. En fonction des types de profils et particulièrement sur des profils lourds qui vont peser dans votre budget, il est intéressant de réfléchir à ces tests de personnalité en amont aussi. Et puis, il va falloir se fixer des délais. Chaque recrutement doit être anticipé. Aujourd'hui, un recrutement peut prendre entre 3 et 6 mois en fonction des profils. 3 et 6 mois, ça peut vraiment faire basculer un projet. Et quand je dis 3 à 6 mois, c'est une fois que le projet est lancé. On a aujourd'hui très souvent des structures qui nous contactent et qui finalement font marche arrière parce qu'elles se rendent compte qu'un cabinet de recrutement, ça va avoir un coût. Ils ne l'avaient pas envisagé en amont. Donc, du coup, font marche arrière et vont reprendre la main sur le recrutement et se rendre compte que ça va être du temps et encore d'autres types de coûts. Donc, il y a la partie purement temps de recrutement. Et puis, il y a le temps en amont de savoir comment je vais mettre en œuvre ce projet de recrutement. Autre chose également, un recrutement, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je me suis perdue dans mes propos, mais on va repasser à autre chose. Je vous le redirai plus tard. C'est pas grave. Peut-être que Céline, tu veux rajouter des choses, c'est peut-être pour ça. Non, c'est bon. Donc, il y a différents outils à mettre en place. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de mettre en place un suivi des KPI et des ROI de vos recrutements passés pour aussi redemander dans le cadre de vos projets de nouveaux levées de fonds. C'est très important. Ça montre aussi que vous allez analyser vous avez analysé vos écueils des projets précédents et réanalysé votre dynamique de croissance et d'intégration des collaborateurs. La chose initiale et la chose la plus importante, c'est votre process de onboarding. Aujourd'hui, on le voit, les collaborateurs sont très attentifs au temps amont de leur recrutement et sont très attentifs aussi sur le premier mois d'intégration. Donc, il faut que vous travaillez rapidement l'intégration et fournir tous les outils, les ressources, les formations et les réfléchir dans leur intégration tout au long cours dès le premier jour. Et donc, c'est ce que je vous dis aussi, réfléchir à l'intégration et la présenter bien en amont de la journée d'intégration pour que la personne soit opérationnelle et se sente intégrée au plus tôt. Mais c'est aussi tout ça, de l'intégrer dans votre projet, dans votre dossier de levée de fonds. C'est aussi rassurant pour votre financeur de voir que vous prenez aussi à bras le corps les risques. Enfin, voilà, si ça peut être un risque si vous ne travaillez pas ces sujets-là en amont. Il va falloir aussi travailler votre culture d'entreprise et la travailler par rapport à vos objectifs
stratégique. Il va falloir travailler la formation parce qu'elle va se poursuivre tout au long du parcours des collaborateurs. Donc ça peut avoir un coût. Alors, il est clair que sur certains profils, on se dit, moi, je veux un profil expérimenté, il sait tout faire dans tous les domaines. Très souvent, on vous remet sur les fondamentaux. Vous faites un poste idéal, vous faites le profil idéal et ensuite, on retrouve les compétences attendues dès la prise de poste. Et ensuite, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est ce sur quoi vous pouvez apporter en interne et en externe en compétences supplémentaires, complémentaires, ce qui peut aussi avoir un coût, il faut l'intégrer dès le départ. C'est très important aussi parce que vous allez peut-être faciliter votre recrutement. Plus on cherche un profil, un mouton à 12 pattes, plus ça va être complexe. En revanche, de prendre quelqu'un qui va être sur les fondamentaux et de l'accompagner, ça va assurer aussi pour vous une fidélisation de ce collaborateur et assurer une continuité du projet et un engagement pour l'entreprise qui va rassurer aussi votre financeur. Et puis, il va falloir encourager la culture d'apprentissage au long cours. Hein, ça fait partie de la culture, mais vous êtes sur du sable mouvant. Hein, vous êtes sur des marchés qui sont très flexibles. Il va falloir faire preuve de réactivité. Et donc, il va falloir encourager ça. Et ça, il faut le prendre aussi en compte dans votre projet. Et chose très importante, il va falloir que vous travailliez et prouviez votre stratégie de fidélisation. Pourquoi? Parce que très souvent, on est confronté à des départs qu'on n'avait pas anticipés ou qu'on n'avait pas vu venir. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire peur, mais du coup, ce qui peut faire peur à un financeur. Aujourd'hui, 45% des salariés, tout secteur confondu, hein, je ne fais pas un focus sur les startups, mais 45% des salariés envisagent un changement de poste sous 2 ans. Et 60% sur 3 ans. C'est énorme. Et ça, ce n'est pas une question de génération. Souvent, on dit c'est les jeunes générations. Non, ce n'est pas une question de génération. C'est une question que les gens… Alors, j'ai dit changement de poste. Je n'ai pas dit changement d'entreprise. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment travailler dans votre projet la continuité, l'évolution de vos collaborateurs, ce qui va aussi montrer… voilà, le scale-up de la structure, mais la scale-up aussi des collaborateurs. Mais ça, il faut le prendre en compte parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus assurer à notre financeur la fidélisation à 10 ans, à 5 ans d'un collaborateur. Le marché, en plus, est très tendu, donc ils sont chassés. Et puis, il y a la volonté intrinsèquement des gens qui est aujourd'hui de ne pas… avoir cette même définition de la fidélité auprès de son employeur. Donc, il faut la travailler différemment. Donc, il va falloir vraiment travailler votre culture d'entreprise. Elle n'est peut-être pas encore existante, parce qu'aujourd'hui, vous êtes seul, 2, mais aussi, même si vous êtes 5, 10, elle va devoir évoluer parce qu'on ne gère pas une équipe de 2 comme on gère une équipe de 10. Donc, il va falloir travailler l'accompagnement peut-être aussi la formation des managers et puis construire de la culture, déjà une culture et la renforcer pour que les collaborateurs soient engagés et aussi qu'ils travaillent l'innovation avec vous des projets internes. Voilà. Travaillez vos valeurs. En fait, ils ont besoin de vision. Même si ils regardent à moins long terme, ils ont besoin de travailler, d'avoir une vision, surtout une transparence, mais aussi ça va rassurer vos investisseurs. Et puis, ce qu'il va falloir aussi prendre en compte, c'est que votre collaboration, votre croissance, elle va prendre en compte aussi des rachats de bureaux plus grands, des locaux, des changements de régions, de secteurs, par exemple en Île-de-France. Et ça va être impactant pour vos collaborateurs et peut être rédhibitoire. Donc tout ça, il faut l'anticiper
et peut être un coût non négligeable. Si vous envisagez un déménagement qui va avoir pour conséquence de déplacer de 3/4 d'heure et de rajouter une demi-heure de trajet le matin et le soir à vos collaborateurs, il va falloir le réfléchir autrement en avantage en parallèle. Votre fidélisation, elle va aussi passer par la participation au capital. Ça, c'est des choses qui sont faites régulièrement dans ce domaine et qui sont à prendre en compte dès le départ pour vraiment faire en sorte que le salarié a un intérêt autre et que ça renforce son implication. Et là, on parle de l'implication sur du long terme. Et puis, il faut vraiment travailler la progression de carrière pour maintenir la motivation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous engagiez dans je te propose tel poste, c'est d'être transparent sur justement cette cartographie de l'employabilité en adéquation avec l'évolution du projet. Il faut que vous soyez transparent avec votre financeur, mais si vous l'êtes aussi avec vos collaborateurs, c'est du gagnant-gagnant. Vous allez avoir une force de frappe et comment dire, ça va, cette transpiration de cette dynamique est porteur à la fois pour les investisseurs et porteur aussi pour les collaborateurs. Donc tout ça, c'est à inclure dans votre projet. On voulait repartir sur nos retours d'expérience et accentuer voilà, sur les erreurs fréquentes que l'on peut rencontrer. Aujourd'hui, faut vraiment que vous ayez en tête le fait que très souvent, alors je ne vous l'ai pas dit auparavant, mais sur les onboarding, sur les accompagnements, on peut vous accompagner en discuter ensemble. On vous en a pas fait une présentation d'exemples concrets de onboarding ou de tableaux de pilotage, des KPI et ainsi de suite, parce que ça peut être, c'est propre à chaque entreprise, à chaque type votre format et votre typologie de croissance. Donc ça, on peut vous accompagner individuellement. Voilà, nous c'est pas, c'est dans le cadre du partenariat avec Medicine, donc c'est pas des projets qu'on veut vous facturer, loin de là. C'est juste qu'on puisse vous donner des clés à des instants T en fonction de où vous en êtes dans vos projets, et ça se fait plutôt au cas par cas. Donc Céline et moi, on sera à disposition pour vous les fournir, les construire avec vous en adéquation avec vos besoins propres. Donc dans les erreurs fréquentes, c'est très souvent le manque d'anticipation du projet RH et aussi, il ne faut pas négliger le montant. On a trop souvent, je pense, des projets de recrutement qui vont être mis en stand-by parce que finalement, on préfère ne pas du tout recruter. Aujourd'hui, en tout cas, vous ne préférez ne pas du tout recruter parce que vous êtes toujours parti sur ce profil un peu couteau suisse, mais la levée de fonds que vous avez faite ou que vous avez réfléchi est insuffisante. Donc, ça peut engendrer de retravailler un autre dossier de levée de fonds et qui va être très complexe parce que du coup, vous n'avez pas travaillé votre stratégie globale en amont Il vaut mieux se laisser, il faut se laisser dans votre projet un volant flexible, une flexibilité dans votre projet, mais il faut quand même réfléchir à des enveloppes quand même conséquentes. La part RH est très importante. Et puis, il faut la réfléchir. Donc, il vous faut une flexibilité. En revanche, il faut tout de même avoir une vision sur du long terme. C'est ce qui va rassurer votre financeur. Lui, il va réussir, il a besoin de se projeter. Et se projeter, ce n'est pas uniquement à 5 ans. Donc, dans vos projections, il faut que vous travailliez vos projections à 100 jours, à 1 an, à 3 ans et au-delà. Dans les bonnes pratiques, il faut l'intégrer vraiment dans votre stratégie globale. C'est le sujet, voilà. Et travailler
de manière collaborative. Ne restez pas tout seul dans votre réflexion, intégrez-les en interne, intégrez-les surtout avec votre investisseur, avec les personnes, les conseillers que vous avez en amont de vos dépôts de dossier pour vous poser les bonnes questions. Vous pouvez passer à côté de ces questions-là, ce qui est légitime. Je veux dire, vous êtes sur 1001 chantiers en même temps, et on ne peut pas être spécialiste de tout. Mais vous avez des gens qui sont là, qui sont apporteurs d'un regard extérieur, porteurs d'expériences antérieures. Et ça, c'est important de le travailler bien en amont. Dernière chose que je voulais vous préciser aussi, c'est est-ce que je fais tout seul, hein, je vous le disais, est-ce que je fais tout seul ou est-ce que je travaille un projet avec un support? Est-ce que c'est nécessaire en fait que j'internalise, que j'externalise? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, si vous êtes sur des recrutements et à moyen et long terme assez importants, il faut quand même réfléchir à une internalisation du sujet RH. Donc, du coup, ça va vous donner une stratégie particulière. Si vous êtes sur des volumes plus limités, mais sur des profils très stratégiques, on le voit au quotidien, vaut mieux que vous passiez par un cabinet expert de recrutement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès forcément au vivier, parce que vous allez avoir besoin de tests, d'enquêtes, de personnalité, et des contrôles de référence. Et ça, chacun ses spécialités, c'est la spécialité de ces cabinets. Et puis après, si vous avez vraiment dans des logiques de pic, vous pouvez également faire appel à de l'internalisation qui peuvent se faire sur un temps dédié. Donc voilà, il y a trois façons dont vous pouvez aborder votre stratégie de recrutement, qui va avoir des coûts différents et du coup qui va être amené à être mis en place en fonction de votre vitesse de croissance et du typologie de projet que vous voulez, donc le montant et ça va être en adéquation aussi avec le montant de votre levée de fonds. Voilà pour moi. Céline, est-ce que tu veux rebondir sur ces sujets-là? Non, rapidement, en fait, juste pour dire qu'effectivement, ce sujet-là et le plan qu'on a proposé aujourd'hui, il vient vraiment aussi du terrain et des échanges qu'on peut avoir au quotidien avec des startups. Et effectivement, juste rajouter qu'il faut vraiment pas négliger en fait le coût du process de recrutement. Au-delà du coût du recrutement avec le salaire, c'est le coût du process, que vous passiez par un cabinet ou pas. En fait, ce process-là, il a un coût et donc il faut se poser la question en fait de est-ce que j'ai le temps? Voilà, si je l'ai pas, ok, mais du coup, ça a un coût. Est-ce que je sais le faire? Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser puisque le recrutement c'est un métier à part entière. Donc, est-ce que je sais le faire? Et est-ce que le profil que je recherche voilà, peut se trouver entre guillemets facilement ou pas? Parce que on sait que souvent, vous cherchez des profils qui techniquement sont des profils un peu de niche, puisque c'est le principe d'une start-up, mais il faut aussi, et ça, il ne faut pas le négliger, des soft skills qui sont assez particulières. Vous avez beaucoup de candidats sur le marché, mais en fait très peu qui peuvent travailler en start-up. Beaucoup qui veulent, mais assez peu qui le peuvent, parce qu'en fait, on voit bien, il faut savoir s'adapter, il faut être souple, il faut être en capacité de pas toujours savoir de quoi le lendemain sera fait. Et ça, c'est vraiment pas tous les profils aujourd'hui qui sont capables de travailler en start-up. Et ça, faut bien faire la différence entre ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Nous, on le voit vraiment au quotidien. Et donc, ça rajoute une complexité, en fait, hein, dans le profil à trouver et donc du temps à y passer. Donc, il faut se poser vraiment ces questions-là parce que voilà, votre process de recrutement, il a un coût. Et donc, c'est à prendre en compte dans votre stratégie de développement. Voilà. Donc la boucle est bouclée, ça nous montre vraiment que ça explique pourquoi, au vu de ces tensions et ces difficultés aussi de recrutement, pourquoi particulièrement les investisseurs vont regarder de près ce montage, cette anticipation de votre déploiement de votre solution RH pour le scale-up de votre entité. Voilà pour nous.
Est-ce que vous avez des questions? On peut échanger. Enfin, au-delà de questions, on peut débattre, hein. On n'a pas. Vous avez peut-être des remarques. Vous êtes peut-être pas d'accord avec certaines choses qu'on vous a exprimées. On est là pour en discuter. Donc, Adrien, je ne sais pas si tu as Oui. des questions dans le chat, si des gens veulent prendre la parole. J'en ai effectivement une première. Moi-même, j'en ai, mais je vais d'abord donner la parole aux participants. Juste avant, merci Émilie et Céline pour ces informations que j'ai écoutées avec attention pour les repartager aussi à nos adhérents, puisque c'est aussi une fonction. Alors, euh, je vais maintenant laisser la parole à Olivier, enfin je vais prendre la parole pour lui. Olivier nous a posé une question. Peut-on intégrer la notion de management de transition dans le plan RH? Peut-on intégrer la notion de Bien management sûr, de transition dans le plan RH? bien sûr, il faut, hein, vous allez faire face à des transitions, donc c'est des moments clés dans le cadre de votre croissance, donc clairement, faut les intégrer, hein. Plutôt donc un grand oui. Je vois des mains qui se lèvent. Je vous invite hein, vraiment à poser vos questions, à écrire vos questions dans la partie questions-réponses de ce webinaire, si vous le pouvez. Euh, juste que je laisse le temps aux gens en fait d'écrire leurs questions. Moi, j'en avais quelques-unes. Les entrepreneurs font face voilà, des difficultés pour se financer, pour lever. Les VC sont de plus en plus, on va dire, critiques, demandeurs d'informations. La compétition est extrêmement rude, donc c'est très difficile pour nos adhérents et pour le reste de l'écosystème. Tout à l'heure, hein, Émilie, tu as parlé en fait pour accélérer en fait ce processus de recrutement, en tout cas trouver aussi des bonnes personnes, d'accéder à des excuse-moi, je cherche le terme exact que tu as utilisé, des viviers. Voilà, excuse-moi, des Oui, viviers. Qu'est-ce que c'est en voilà, fait c'est ce qu'on un appelle vivier des de talent? viviers dans le milieu RH. En fait, il y a deux choses dans ton message, Adrien. La première, c'est que plus vous allez chez votre, voilà, plus dans votre dossier, vous avez construit les fiches de poste, les échéances, les enjeux sur telle et telle fonction, c'est ce qui va conforter ou rassurer votre investisseur. Donc ça, c'est une chose. Et dans les choses qu'il va falloir leur prouver, c'est comment vous êtes en capacité d'atteindre ces profils. C'est ce qu'on appelle, nous, nos viviers. C'est-à-dire, c'est dans un secteur donné, comment j'accède au business developer, comment j'accède à cette typologie de scientifiques, double compétence, double cursus, ainsi de suite. Vous venez avec vos backgrounds, avec votre parcours qui vous est propre, qui vous a permis jusqu'alors d'accéder à, voilà, où vous en êtes aujourd'hui, vous allez devoir des compétences supplémentaires. Donc, vous n'allez pas pouvoir retrouver via une petite annonce LinkedIn qui va bien, trouver le candidat parce que vous ne les avez pas générés, vous n'avez pas ce vivier, voilà, ces contacts réseau qui va vous permettre d'accéder. Des cabinets, nous, par exemple, on a accès à des écoles qui sont spécialisées, on intervient régulièrement, donc on connaît les profils, on connaît aussi, on a une relation de confiance avec ces candidats, des relations de confiance avec ces écoles, on a la possibilité d'y accéder plus facilement pour mettre des annonces, pour récupérer la liste des anciens élèves. On a aussi d'autres façons de travailler en se disant, va falloir que j'ai accès à un pôle de compétitivité, un cluster qui est peut-être différent de Medicine, mais qui va me permettre d'accéder à une bibliothèque, j'ai envie de dire une CVTech de spécialistes de l'électrotech, je sais pas. Enfin, vous n'avez pas dans votre vivier un DAF, voilà, vous avez plutôt des scientifiques parce que vous venez très souvent de ce milieu-là. Mais vu que vous cherchez de la complémentarité, il va falloir aller chercher dans des viviers différents. Donc, il va falloir vous appuyer
aussi de plateformes. Voilà, on ne recrute pas sur Hello Work la même chose qu'on se recrute sur LinkedIn, qu'on va recruter avec un cabinet de recrutement. Voilà, les viviers sont différents, l'accessibilité aux typologies de candidats est différente. Et puis après, au-delà d'avoir accès à un vivier, il va falloir les attirer, c'est-à-dire savoir causer avec eux, j'ai envie de dire, savoir valoriser votre projet. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de vivier. Nous, on est souvent l'intermédiaire pour vous pour vulgariser et pour faire le lien et le lien entre le vivier de spécialistes et puis l'entreprise. Merci beaucoup, Émilie. J'ai deux nouvelles questions. Hélène qui nous demande si la rémunération en equity peut-elle compenser un salaire plus bas que les grandes entreprises et si oui, quel pourcentage? Est-ce que tu peux redire? J'ai pas entendu le début. Bien sûr, bien sûr. La rémunération en equity peut-elle compenser un salaire plus bas que les grandes entreprises et si oui, Oui. quel pourcentage? Oui, ça va dépendre aussi à quelle échéance. Donc c'est pour ça que c'est propre à chaque projet. Donc, mais oui, ça fait la différence en tout cas. Ça montre aussi que vous voulez, comment dire, travailler dans la durée avec cette personne. Ça veut dire aussi qu'elle va avoir une logique d'appropriation. Vous, c'est souvent votre bébé, c'est votre ADN. Vous êtes travaillé sur ce projet depuis la genèse. Donc, oui, ça fait la différence avec. Alors, par contre, ça ne veut pas dire, enfin, Céline, elle pourra rebondir, hein, on aura très peu la possibilité d'aller chercher certains profils qui sont dans des big pharma, voilà, des grosses entités, pour basculer sur des startups. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre, même si vous valorisez voilà, ou alors c'est des gens qui sont vraiment dans cette dynamique, qui ont changé leur mindset et qui nécessitent un accompagnement. Il y a un travail d'accompagnement aussi. Les gens, voilà, il va falloir retravailler leur logique de rémunération et de réflexion globale sur leur rémunération. Donc, ça se fait, c'est préconisé pour vos entités, mais ça n'ouvre pas à tous les types de profils. Pour la méthode, j'imagine qu'il n'y a pas une méthode de calcul magique pour se calculer en fait ce pourcentage, mais j'imagine que c'est en fonction de ce qu'ils demandent et de la valorisation. Il faut benchmarker avec des entreprises du même ordre. Vous pouvez le faire de manière anonymisée, hein. Moi, c'est ce que je faisais dans une autre vie aussi, hein, dans des pôles et clusters. C'est aussi le rôle des pôles et clusters. C'est voilà, de benchmarker de manière anonyme. Je comprends que vous ne puissiez pas non plus aller voir la concurrence et demander voilà, leur mode de rémunération, mais on peut regarder ça. On a des possibilités pour vous donner des chiffres, mais ouais, c'est pas fixe, quoi. Ouais. Donc du cas par cas et une analyse en amont. Alors, j'avais encore une autre question. Ça va dépendre de la croissance de l'entité. Hein. Ouais. J'ai encore deux questions. Une première, merci pour ce webinaire, merci à vous. Avec votre expérience, pourriez-vous partager quelques green flags et red flags pouvant présager de la bonne ou mauvaise intégration d'un candidat dans une startup? Donc, green flag et red flag pouvant présager de la bonne intégration d'un candidat dans une startup. Céline, tu en as quelques-unes des difficultés, enfin alors, un red flag en intégration, mais c'est même dans le process de recrutement, en fait. Quand vous rencontrez les candidats, nous, enfin, je l'ai vu plusieurs fois lors de process en fait où ça a capoté. Du coup, la personne n'a pas rejoint l'entreprise malgré un super projet, malgré le salaire, malgré tout, parce que en fait, c'est ce que disait Émilie tout à l'heure. En fait, souvent, votre startup c'est votre bébé et dans l'intention de vouloir
bien faire et de vouloir, entre guillemets, vendre son entreprise, vendre son projet et mettre en avant tout ce qu'il y a tout ce qu'on veut y faire, voilà, toute la projection qu'on y met, ça peut faire peur en fait au candidat qui, lui, c'est pas son entreprise en fait. Aujourd'hui, il faut avoir conscience de ça. Un candidat, encore une fois, ce que j'ai mis tout à l'heure, voilà, se projette sur 2, 3 ans, mais voilà, c'est pas son entreprise. Et nous, on l'a vu, voilà, il y a des process qui, en fait, s'arrêtent avant même d'avoir même une acceptation de contrat où, en fait, la personne, tout d'un coup, se sent plus à la hauteur du projet. Alors qu'il y a toutes les compétences, il y a tout, mais la personne va plus se sentir à la hauteur du projet parce que finalement, trop de pression mise sur les épaules du candidat, mais de manière totalement involontaire, en fait, en voulant faire tout à fait l'inverse. Il y a finalement trop de pression qui est mise parce qu'on veut trop bien, entre guillemets, vendre son entreprise. Donc ça, il faut faire attention à ça et avoir en tête que vous, c'est votre entreprise. Mais voilà, même si effectivement le candidat doit s'investir, euh, c'est pas, voilà, lui, ça va pas être son entreprise, donc il peut pas supporter la même pression que vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme red flag sur de la mauvaise intégration, alors que ce soit en start-up ou dans une autre entreprise, hein, de toute façon, ne pas, voilà, ne pas bien communiquer sur effectivement les objectifs, les attendus, sur comment va se passer le premier jour, les premières semaines, le premier mois. Tout ça, ça va avoir une incidence négative sur l'intégration. Mais ça, c'est valable pour tout type d'entreprise, en C'est fait. beaucoup de Voilà, transparence. Travailler la exactement. transparence réciproque. On se rend compte Ouais. que le manque de discussion peuvent engendrer, voilà. Ce qui peut être un écueil aussi, c'est le manque de réactivité dans le recrutement. Oui. Je vous l'ai dit, hein, c'est du temps. Mais si, voilà, si on n'y passe pas le temps au bon moment, Mm. vous pouvez très vite être confronté à des échecs, à des gens qui, Qui enfin, iront voir ailleurs aujourd'hui, parce que. les candidats attendent une réponse du tac au tac, hein. Et donc, faire trop tôt aussi, commencer les recrutements trop tôt, alors que vous n'avez pas les levées de fonds, ça peut être aussi compliqué pour vous. Des fois, on a ce cas-là. Ouais, on a commencé, on a vu, on a trouvé le bon profil, mais attention, hein, il faut être transparent, avoir les bons timings pour tout et ne pas, voilà, il faut prendre le temps de recruter, mais aussi quand vous êtes dans cette phase, il faut savoir aller vite, hein. Ça peut être des écueils aussi, hein, parce que un candidat peut vite passer sur un projet différent, Mhm. intellectuellement, je parle. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Et c'est du temps encore et donc de l'argent qui sera Et perdu voilà. pour Et vous, en l'entreprise. plus, vous allez être frustré et démotivé, hein. Enfin, vous avez beaucoup d'énergie à mettre dans beaucoup de choses. Donc, et aussi, enfin, ça rebondit un peu sur ce que disait Céline, mais vous ne parlez pas à un financeur de la même façon que vous allez parler à un client et que vous allez parler à vos collaborateurs. Il y a en fait la posture, votre discours. Vous devez travailler voilà, on en revient à vos valeurs, à à votre vision, à voir comment vous voulez créer votre équipe. Ça, il faut être transparent avec les collaborateurs parce que ça peut être néfaste. Ça peut Je vais, engendrer. je vais prendre la dernière question en fait qui a été posée. Est-ce qu'il est pertinent de préciser les profils managériaux recherchés dans la stratégie RH Oui, présentée aux investisseurs potentiels? oui. Enfin, pour moi, oui. Ça montre que vous avez vraiment avoir une réflexion de fond. Ça peut aussi être amené enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à être discuté avec eux. En fait, vous avez pensé à ça, voilà, ça montre que vous avez un engagement, une analyse et une anticipation. Après, il ne faut pas y aller en se disant, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ça peut être discuté avec votre potentiel investisseur. Mais y aller avec le maximum de cartes en main euh, est intéressant.
Donc, si j'ai bien compris, on commence par identifier les trous dans la raquette qu'on a en termes de compétences. Ensuite, sur ces compétences-là, on les liste, on établit une fiche de profil, on détermine le profil et on identifie voilà, les profils managériaux recherchés et on les partage auprès aussi dans notre feuille de route auprès des investisseurs. Donc, il y a un ordre à respecter. Écoutez, il est déjà midi 2. On a évoqué pas mal de choses. Encore une fois, la présentation vous sera envoyée sous format PDF. Adhérents Medicine, mais aussi externes, vous pouvez contacter Émilie et Céline. Adhérents Medicine, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les Golden Tickets, ces rendez-vous d'expertise gratuits. Donc GI peut aller un peu plus loin avec vous dans notamment Profitez-en. ouais, profitez-en dans l'identification de vos problématiques et le début de la création de votre feuille de route. Donc profitez-en. Moi, je reste présent pour nos adhérents aussi, pour encore les non-adhérents qui souhaitent comprendre ce que Medicine peut vous apporter, au-delà en fait de travailler avec des experts compétents sur différents sujets. Nous-mêmes, on peut vous accompagner sur des sujets divers et variés. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail au début de la présentation. Et je vous redonnerai le mail d'Émilie et de Céline dans le mail suite à cette visio. Merci encore à toutes et à tous. Je vais vous Merci beaucoup. souhaiter un Merci à bon tous. processus de recrutement et Merci, Adrien. une très bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée à journée. vous. Au Bonne revoir. journée à tous. Je vous remercie. Merci Patrick. Hop. Merci beaucoup. C'est la fin.